bon, voilà, donc ils n'ont pas une forme. Mikel Iceta est à la fois très populaire et voilà, il se fait complètement manger par Ciudadanos sur sa droite. Donc on va regarder ça. Oui, juste avant de donner la parole à la salle pour un quart d'heure à peu près de questions sur le municipalisme, je voulais juste dire que pour tous ceux qui regretteraient que nous n'abordions pas davantage le problème, la question, je ne sais pas comment il faut l'appeler, du catalanisme, sachez que à la rentrée, en octobre, je pense, il y aura travail, enfin bon, une journée entière avec des intervenants bon, comme Ludovic de Français qui ont travaillé sur l'Espagne et notamment sur le problème de la Catalogne, et aussi des Espagnols. Des Catalans du Sud. Des Catalans du Sud, voilà, et des Espagnols aussi, qui ne sont pas forcément anti-indépendantistes, ça peut exister, on ne sait jamais. Voilà, donc maintenant je donne la parole, Kevin, tu donnes la parole à la salle. Gérard. Je vous remercie, j'ai été un peu embêté quand vous nous avez annoncé qu'il y a eu une baisse de 30% de la dette sur Madrid et que c'était un signe de bonne gestion. C'est pas évidemment une bonne gestion parce qu'il suffit simplement pour une municipalité de supprimer des pans entiers de services, de privatiser à tout va pour faire des économies. Mais après alors, est-ce que c'est une bonne gestion? Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne gestion. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec vous, il y a un débat. Ce que je dis, en fait, là, c'est présenté par la mairie comme c'est la preuve que les gauches nous critiquent, sont capables de gérer aussi au niveau national et le font même mieux que la droite, etc. Après, il y a une partie de la plateforme Ahora Madrid qui soutient Manuela Carmena, qui, à l'inverse, trouve qu'il faut investir davantage, etc. Mais par contre, si on regarde vraiment dans le détail, il y a quand même une hausse de tous les investissements sur les infrastructures, dans les quartiers populaires et tout. Très simplement, ça augmente. Après, ça prend du temps. Mais voilà, je crois qu'ils ont juste ce qui a permis aussi d'alléger de manière très radicale. Je crois qu'il y a eu il y a des bâtiments entiers qui étaient... Enfin, il y a eu tout un truc sur le patrimoine de Madrid, où ça, j'ai pas suivi dans le détail et tout. Ouais. C'est facile comme ça, mais bon, après on y perd un... Non, mais je suis d'accord que le débat existe à gauche sur l'importance de la dette, bien sûr. Oh, bien sûr. Mais si vous vous intéressez à ça, par exemple, il y a eu tout un réseau donc, autour de l'audit de la dette. C'est un des trucs les plus passionnants qui a été fait du point de vue des mairies, puisqu'il y a eu des rencontres, il y a eu un manifeste sur ça. Ouais, tout est en ligne. Moi, j'avais été... Et ils ont vraiment fait Voilà, ils ont expliqué ce qui pouvait être annulé. Enfin, un audit de la dette, très simplement. Mais c'est très convaincant, c'est de la pédagogie. Après, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas les compétences là-dessus. Donc c'est beaucoup de l'éducation populaire et une manière de faire pression sur Madrid en faisant tout ce travail-là. Mais voilà, c'est pour ça que l'arrivée d'un gouvernement de gauche de Pedro Sanchez, là, peut changer des choses. Voilà, après. Du coup, je profite, j'ai une question, parce que je sais qu'il y avait eu, alors je crois que c'est il y a un an, une rencontre internationale, si je ne me trompe pas, à Barcelone, sur la question du municipalisme. Et donc, j'aurais aimé savoir ce qu'il en est, les débats qu'il y a eu. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Il y a une question qui est très belle, je trouve, dans toutes ces mairies, quand on les suit, c'est qu'ils travaillent au niveau très local, implantation dans les quartiers, ils passent leur vie au niveau local. Et en même temps, ils ont un discours à la fois sur l'Europe et l'international. Mais c'est vrai qu'ils ne se positionnent pas beaucoup sur la question des États-nations qui ne les passionnent pas trop. Donc du coup, il y a une manière de passer du local à l'européen et du local à Donald Trump, par exemple, qui est super intéressante. Et la réunion là dont tu parles, c'était une rencontre des villes sans peur, Sin Miedo, qui a eu lieu 3 jours à Barcelone. C'est la première du genre, c'est Ada Colau qui l'a lancée. Il y a une centaine de maires du monde entier qui sont venus sur un truc de nous sommes la réponse à Donald Trump et aux monstres type Marine Le Pen et compagnie. Et c'est pas rien parce qu'il y a eu des maires, en fait il y avait par exemple un maire de gauche critique, de gauche radicale, je sais pas comment on dit,
de Santiago, de Valparaiso au Chili, qui est un type qui est revenu des mouvements sociaux aussi, qui est absolument passionnant parce que lui a fait tout un a lutté pendant des années contre des projets de massification, de bétonisation de la côte, du littoral. Voilà, donc il y a eu un échange d'expériences, il y avait des maires noirs aux États-Unis, il y avait des... Voilà, et donc il disait, voilà, c'est pas complètement nouveau, mais quand même, c'est par les mairies et par le local et par ce réseau-là qu'on peut apporter des réponses avec des politiques plus inclusives, etc., aux espèces de folies d'un Donald Trump. Et c'est intéressant parce qu'il y a un moment où voilà, les États-nations sont en crise, que le projet européen vacille, etc., de voir que ces gens qui ont pris le pouvoir au niveau local ont aussi un discours sur tout ça, et je trouve assez rassurant. Voilà. Bien sûr. Juste pour appuyer ce que tu viens de dire, si l'État-nation est moins important en Espagne, c'est peut-être aussi dû à l'histoire espagnole. Nous, on fonctionne beaucoup avec la centralité de l'État-nation parce que la France s'est constituée comme ça. C'est pas du tout le cas de l'Espagne. Voilà. L'Espagne, hein, je crois que c'était en 1800 et quelques, où elle a reconnu l'existence effectivement de pays. Hein, Oui, absolument. Après, comme observateur français, du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est juste. Oui, j'allais rapidement. Moi, je pense qu'il y a. Je te remercie d'avoir publié ce livre parce que je ne l'ai pas lu, mais effectivement, c'est un objet politique qui mérite d'être connu des Français, qui n'ont pas du tout la même culture politique et qui pourtant réfléchissent aussi à la manière de rénover leur démocratie et sont un peu dans l'impasse de ce point de vue. Je ne rentrerai pas dans le détail de la discussion, tu as dit beaucoup de choses intéressantes que je connais un peu moi-même, sur Pissarello, sur Collot. Juste une remarque, pour 2019, donc il y aura des élections qui mettront un peu en jeu ces pouvoirs-là. Moi, Collot à Barcelone, pour l'avoir connu, je ne lui donne pas de grand succès. Prévisible, et elles sont combattues très certainement, et le problème de Collot, c'est pas la question de l'indépendance sur laquelle elle a joué l'équidistance, c'est-à-dire ni les uns ni les autres, hein. C'est plutôt sa manière même de gouverner. Quand elle est arrivée, je pense qu'elle n'est pas rentrée dans la vie. D'abord, elle a fait une campagne extrêmement violente contre les maires précédents, qui n'était pas une personne totalement... Une campagne sur la corruption oui, sur la corruption. Oui, c'est-à-dire qu'elle a... ça dans la deuxième. Et elle a été, de ce point de vue, relayée de manière assez infamante par les journaux de Madrid qui lui avaient prêté à ce moment-là, tu t'en souviens peut-être, un compte en Suisse. Cet homme qui ne l'avait jamais. Donc moi je voyais des panneaux à Barcelone, fin de Casa Nostra, Casa Vostra, quelque chose comme ça, enfin ils jouaient sur le Cosa Nostra italien pour qualifier la mairie de quelqu'un qui ne ressemblait pas à un mafieux. Ils sont arrivés, ils ont gagné les élections, oui, enfin, ils ont 11 régidors sur 40. Et ils n'ont pas su tisser d'alliance parce qu'ils ont eu aussi une forme de gouvernement, et elle a eu une forme de gouvernement qui était celle de les scratcher, comme on disait, un peu, c'est-à-dire de la photo, du selfie, mais finalement du dialogue moyennement. Non, moi je te donne mon expérience de Barcelonais. À l'époque, hein, j'ai trouvé la campagne extrêmement virulente, j'ai trouvé le début de la mandature assez décevante pour beaucoup de gens qui étaient... autour de moi, parce que justement Marina Carmena, je crois, elle a eu un côté plus sérieux qui donnera à Madrid, à mon avis, de bien meilleurs résultats. Il y a deux choses juste sur lesquelles j'attire ton attention, mais tu le sais sans doute, et qui font que la situation espagnole est très différente de la France. On en revient à la question de l'État-nation, c'est que, bien entendu, le tissu associatif et la vitalité civique en Espagne a pu soutenir ces mouvements-là, alors qu'en France, entre autres choses, les réformes institutionnelles, mais aussi le discours politique, nous enfonce perpétuellement et construit entièrement pour que ces mouvements n'apparaissent pas. Grandes agglomérations, grandes régions, grandes trucs machin. Donc il y a en France une volonté, je suppose, comme politique, d'empêcher ce genre de surgissement. La deuxième chose, c'est que, je ne sais pas si ça y est dans ton livre, mais bien sûr, les expériences qui sont aussi extrêmement intéressantes sont les municipalités dans les pays catalans qui ont été gouvernées par la CUP avant même. Voilà. Qui avaient eux-mêmes amorcé, donc, qui, à mon avis, celle de Berga, celle de Badalone, où la coupe a joué, sont aussi des expériences très intéressantes, et qui débutent avant même cette histoire de Podemos et du... Excusez-moi pour il y a plein de trucs.
il y a juste un point sur lequel, là, je trouve que c'est un débat intéressant qu'on peut avoir. Alors après, je sais pas, chacun a ses positions. Moi, j'avoue, pour avoir fait 2 mois la campagne avec elle, et j'étais à Barcelone à cette époque et tout, de voir que il y a quand même un truc, on n'en parle pas, mais en Espagne, un peu le miracle de l'indignation a permis que la colère et le ressentiment contre des partis traditionnels corrompus, etc., soit canalisé par des partis de gauche. Il n'y a pas eu, comme en Italie avec la Ligue, comme le Front National chez nous, etc., d'extrême droite. Alors, en partie parce qu'elle est au Parti Populaire, elle est à l'intérieur du Parti Populaire, en partie parce qu'il y a le franquisme, etc., mais aussi en partie parce qu'il y a eu un mouvement indigné qui a dit je prends la colère, et qui a été orienté sur des thématiques que moi je trouve de gauche, c'est-à-dire dénonciation des politiques d'austérité, transparence, refus de la corruption. Et donc quand moi je vois Ada Colau faire campagne contre la corruption, pas de Trias, mais la corruption de Convergencia, qui est le parti de Jordi Pujol, qui est au pouvoir depuis les années 80 et dont on découvre qui est le premier parti qui a été condamné, parce que Rajoy est tombé sur une histoire de corruption du Parti Populaire au niveau national, mais Convergencia, donc qui est plus un parti régional, on va dire, a déjà été condamné par le passé. Donc elle a fait campagne contre tout ça. Et moi, quelque part, ça me rassure aussi qu'on ait cette critique-là qui porte fort contre la corruption d'une famille politique, et que ça serve après à des formations de gauche, quoi. Voilà, mais après on peut avoir un débat sur est-ce que la campagne était à la hauteur, est-ce qu'elle a fait assez de propositions, est-ce que moi j'aimerais bien. Moi je l'avoue que je trouve ça rassurant quand je compare avec, je sais pas, à la même époque, moi je faisais des trucs sur le UKIP au Royaume-Uni, où tu vois, toute l'extrême droite a colonisé l'imaginaire politique et le discours général, idem en Italie où c'est très dur. Et du coup, il y avait un truc un peu réjouissant à suivre les élections en Espagne. Et après, on peut... voilà, j'entends qu'il y a un débat. Bah, disons qu'il y a une culture anarchiste. Moi, je dirais qu'il y a une culture anarchiste libertaire à Barcelone, alors que Madrid est plutôt PC, disons que c'est des gauches plus communistes et tout. Mais juste, et du coup, je pense que ça peut être intéressant, pardon si c'est un peu décousu, mais la coupe dont tu parles, qui est effectivement un truc décisif pour comprendre aussi, parce que en fait un des fondateurs de la coupe est aussi un ami à l'époque, même si maintenant ils sont de Ada Colau, et elle connaît tout ça. Donc c'est des candidatures d'unité populaire, coupe, anticapitalistes, indépendantistes, créées dans les années 80, qui ont d'abord un logiciel d'être un contre-pouvoir, de créer des institutions locales, avec des athénéos, des maisons du peuple, avec essayer de faire des monnaies locales, c'est-à-dire l'idée, les institutions politiques ne nous intéressent pas, on crée nos propres institutions, mais qui, à partir des années 2000, ont joué le jeu un peu des élections, ont gagné des mairies, sont au Parlement régional à Barcelone et font maintenant des alliances pour permettre à ce que le gouvernement régional en Catalogne soit indépendantiste aujourd'hui. Et cette manière qu'a la coupe de dire un pas dans les institutions et des 1000 autres pas dans les mouvements sociaux, comme ils disent, c'est un truc qui a beaucoup travaillé aussi à Ada Colau, et elle a essayé de reproduire ça. Alors après, ça dépend où on met le curseur et ça dépend comment on se situe politiquement. Mais effectivement, la coupe, c'est un truc très important pour comprendre la dynamique à Barcelone. Oui. Alors, juste un point d'information pour répondre à votre première remarque. Le micro. Ah, tu m'entends pas? Bah, devant, oui, mais derrière, non. Ah. Moi, je m'en fous qu'ils n'entendent pas, hein, ça capte bien, mais... Oui, donc juste un point d'information. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour ceux que justement le municipalisme intéresse, il va y avoir, et je ne sais pas, il faudra vérifier la date exactement, je ne sais pas si c'est ce week-end ou si c'est le week-end prochain, mais la plateforme des communs qui a été lancée en partie par Dardo et Christian Dardo, non, Laval et Dardo, voilà. Cette plateforme des communs qui est européenne, voilà, organise pour la première fois à Paris une rencontre autour justement du municipalisme. Voilà. Donc, et la question étant municipalisme en France, point d'interrogation. Donc vous voyez, ça répond à votre demande. C'est vrai que moi je suis assez pessimiste aussi.
Non, mais je partage votre pessimisme, ton pessimisme sur la question de la transposition et de la culture politique en France. Je ne suis pas pessimiste, je pense qu'il y a quand même, idéologiquement, il y a un effort qui est fait pour empêcher ce genre de choses en France. J'en suis intimement persuadé. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, je ne sais pas même si c'est théorisé au niveau du pouvoir, mais quand même je pense qu'ils ne sont pas bêtes à ce point. Ces histoires de grandes agglomérations, de grandes régions, empêchent littéralement ce genre de coalition, parce que ça demande, effectivement, surtout en France où le tissu social n'est pas le même, ça empêche ces agrégats-là, ces connaissances-là. Et il n'y a pas de médiatisation en dehors des réseaux sociaux, en plus. Voilà, donc... Après, c'est une histoire politique, ça me permet. C'est une histoire politique différente, le jacobinisme... Non, mais dès avant les Jacobins, je veux dire, l'histoire des Capétiens, l'histoire du centralisme français commence à partir du moment où Hugues Capet se fait blackbouler par Talleyrand de Périgord, qui lui dit, l'autre lui dit qui t'a fait duc, l'autre lui dit qui t'a fait roi. Après, il y a l'épisode de la Fronde où le jeune Louis XIV en a marre que ces grands princes de province lui chuient dans les bottes, lui qui est un roi. Et il y a un petit épisode Giraud. Nicolas. Je veux dire, l'histoire, je vais résumer. L'histoire du jacobinisme, le jacobinisme, c'est tardif, mais ça commence dès Hugues Capet. Et ça se poursuit. Il y a un grand renforcement avec Louis XIV et qui épuise les grands nobles à Versailles à force de balles et de rubans. Mais il y a une obsession de Paris à n'être pas que ce petit fief du départ. Voilà. Mais juste pour aller dans le sens un peu spécificité française, par exemple, alors l'Italie, encore une autre tradition et tout, les centres sociaux en Italie, qui sont des expériences aussi passionnantes en termes de repolitisation des classes populaires, etc. Il y a une liste là qui a été présentée aux législatives pour la première fois là en mars qui s'appelait Potere al Popolo, donc le pouvoir au peuple, qui était né d'un centre social de Naples. Et alors ils étaient à peine nés, donc ils n'ont pas fait un gros score, mais c'est pas tant ça l'important. Mais c'est qu'ils arrivent à articuler. Moi c'est ça que je vois pas en France, mais après moi ça fait 6 mois que je suis revenu vivre en France, donc je ne suis pas un observateur précis de tout ça. Mais la manière dont ces centres sociaux articulent des revendications locales et un discours par exemple sur la politique monétaire de la BCE, sur une critique de la Commission européenne, mais ancrée depuis des quartiers du local et tout, c'est un truc que qui m'intéresse beaucoup, encore une fois, et que je vois pas forcément en France. Mais peut-être parce que je suis pas assez fin sur ça. Il y a aussi je vais continuer. Il y a aussi un lien avec l'image de la PQR qui n'est pas... qui est vraiment une presse de province, quoi, au sens le plus crasseux du terme, où il n'y a pas de réflexion, de débat véritable, c'est surtout sur des anicroches et des bruits. La réflexion, c'est toujours, entre guillemets, à Paris qu'elle se passe. Ici, c'est là ce qu'on vit maintenant, c'est un des rares moments où il y a un débat un peu sérieux sur un sujet sérieux. Les autres débats, c'est sur la mode, quoi. Ouais, mais là-dessus, pour rebondir là-dessus, ce qu'on peut dire en Espagne, c'est que aussi ces mairies espagnoles, elles surgissent dans une période de crise en Espagne après 2008, l'éclatement, et aussi des nouveaux médias. Un peu comme Mediapart en France et peut-être Mediacité qui va marcher au niveau local, donc ce site qui fait de l'enquête au niveau local en France. En Espagne, on a eu, je crois, au moins 3 ou 4 sites d'infos qui fonctionnent avec de l'enquête, donc Infolibre, Diario, etc., plein d'autres trucs, qui font que ça a dynamisé un peu les débats, y compris au niveau local. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un lien aussi entre des médias indépendants qui font de l'enquête et la restauration d'un débat démocratique un peu digne de ce nom. Ouais. Ça, sur l'ancrage local, ouais. Absolument, mais ouais. Mais c'est pour le coup, c'est plus unité. Non, tout à fait. Ouais. Il y a un site qui a été lancé là qui s'appelle Mediacité, dont le principe est de mettre 2 ou 3, je crois, non, je dirais 2 maximum, journalistes d'investigation dans 5 ou 6 villes de France.
Et donc nous à Mediapart, on a mis un peu d'argent et on est partenaire de leur site. Et je pense que ça peut être un truc vraiment important aussi. Et c'est eux qui ont sorti par exemple plein de leaks sur des fuites sur le fonctionnement d'un hôpital de Toulouse. Ils ont fait un gros travail d'enquête là-dessus. Donc typiquement ça, on voit bien comment ça peut aussi voilà, bousculer un peu les débats locaux et voilà, et accompagner. Alors, s'il y a encore des questions, gardez-les pour tout à l'heure parce que on aimerait passer à la deuxième partie du débat, de la discussion, et revenir à l'époque très contemporaine puisque ça date de la semaine dernière. Donc voilà, oui, c'est le nouveau gouvernement Sanchez. Alors, enfin le nouveau gouvernement, le gouvernement Sanchez. Je ne sais pas pourquoi je dis nouveau. Alors, alors, faut que je redécouvre. L'affaire, ou le caso, comme disent les Espagnols catalans, l'affaire Gürtel, c'est le plus vaste réseau de financement illégal de la vie politique espagnole qui a valu la chute de Rajoy, enfin qui a coûté, qui a causé la chute de Rajoy. Alors, et lequel a également quitté ses fonctions de président de son parti, le PP. Bon. C'était la première fois en 40 ans qu'un chef du gouvernement a dû laisser sa place à un rival qui n'a pas de siège parlementaire et qui avait perdu les 2 dernières élections générales. Alors, la question, c'est quels ont été les soutiens politiques, évidemment, de Pedro Sanchez, dont le PSOE est faiblement représenté au Parlement, puisqu'il est minoritaire, n'ayant que 85 députés sur 350. Et de l'autre côté, quelles promesses Sanchez a-t-il fait à ses appuis politiques? Ça, on ne sait pas encore. Mince alors, je croyais qu'on aurait un scoop. Non, mais c'est vrai que c'est à la fois très très bien joué. Moi, je trouve que c'est... Franchement, à la sortie... Et moi, le premier, à la sortie de la crise catalane, je veux dire, après les élections de décembre 2017, on voyait quand même la poussée de Ciudadanos dans les sondages. On voyait les gauches, c'est-à-dire Podemos et PSOE, s'éloigner parce que sur la question catalane, ils ne disent pas du tout la même chose. Et donc du coup, on voyait pas du tout... enfin, on voyait bien que la crise catalane, en fait, elle servait plutôt les discours nationalistes depuis Madrid sur l'unité de l'Espagne, mais elle servait pas les gauches, quoi. Et moi, je me souviens, j'avais écrit sur le fait que c'était un peu la fin du cycle de l'indignation. Et que, en gros, 2011, ouvert en 2011 et qui s'était terminé avec l'indignation. Du coup, c'est vrai qu'il a bien joué son coup, alors profitant de ce verdict de justice très voilà, exemplaire pour le coup. Alors la question, c'est est-ce que cet attelage de force est durable? Donc il y a à la fois à gauche donc les 84 députés du PSOE, les 69 alliés de Podemos et des alliés de Podemos, donc les écolo-communistes, les Galiciens, voilà, des alliances de gauche dans les régions. Et après, il y a les indépendantistes catalans, de gauche comme de droite, donc c'est-à-dire aussi le gouvernement régional en place à Barcelone. Il y a aussi les Basques, du PNV, donc, et Bildu, donc là aussi droite-gauche. Bon, alors, évidemment, la presse conservatrice s'en donne un cœur joie sur le fait qu'il a donné à la fois, il a été élu grâce aux voix des indépendantistes et des dangereux terroristes. Voilà, donc c'est vrai que ça va pas être simple. Après, il y a sa force, d'un point de vue très stratégique, sa force, c'est que de tous ces partis, il n'y en a absolument aucun qui a intérêt à aller aux élections. Le seul parti qui a vraiment intérêt à des élections anticipées, il me semble, c'est Ciudadanos. Sinon, tous les autres, ils ont plutôt, soit comme le PP, besoin de se reconstruire, soit comme les indépendantistes catalans, de reprendre un peu des forces alors qu'ils ont une bonne partie des troupes en prison et de repenser leur stratégie, mais je pense qu'ils ne sont pas du tout prêts non plus pour aller à un nouveau scrutin. Podemos, il y a eu l'affaire de la villa de Pablo Iglesias là, qui a relancé toute une polémique qui n'a pas été bonne non plus, donc ils sont pas, je pense qu'ils n'ont pas intérêt non plus à y aller. Donc quelque part, Sanchez peut réussir avec des mesures un peu consensuelles, peut-être une gauche élargie sur des questions sociétales et tout, à tenir ça pendant quelques mois.
Et de toute façon, cet acte-là va être de plus en plus compliqué à tenir avec la proximité des élections 2019, puisque tous ces gens-là vont redevenir concurrents et donc vont se remettre les uns sur les autres, si on peut dire ça comme ça. Donc ça va être à la fois très difficile. Donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt éditorialisé en disant que c'était plus un espèce de gouvernement vitrine dans l'optique de futures élections où Sanchez veut montrer qu'il ferait les choses totalement différemment. Mais est-ce que ce gouvernement aura le temps de faire des choses? C'est difficile. Voilà. Alors justement parce que là, ta réponse me fait sauter deux questions à la fois, donc je passe carrément à la quatrième. Justement, dans ce gouvernement vitrine, la mesure la plus spectaculaire, c'est quand même la nomination de 11 femmes sur 18 membres du gouvernement, Sanchez compris, quoi. Donc ça en fait le gouvernement le plus féminin d'Europe, voire plus, faudrait voir. Peut-être du monde. Bon, voilà. Comme quoi les Espagnols nous réservent quand même toujours beaucoup de surprises. Hein, alors, mais par contre, on en parlait tout à l'heure, le choix controversé de certains ministres, hein, comme Borrell, qui était l'ancien président du Parlement européen, ministre qui a été nommé ministre des Affaires étrangères, et Maxime Huerta, qui est ministre de la Culture et des Sports, qui a quand même injurié à peine élus les indépendantistes. Me cago en el put independentiste. Hein, et ça, c'est un tweet qui a circulé. Hein, donc, il a rendu public son opinion. Donc, et tous deux sont des farouches opposants à l'indépendantisme. Alors, ces nominations-là, qui sont quand même problématiques, en tout cas par rapport à la Catalogne, ne va-t-il pas relancer les tensions, notamment en ce qui concerne la situation de détention provisoire des anciens membres de l'exécutif catalan? Alors, non, je pense que ça ne peut pas augmenter, enfin, les tensions ne vont pas s'accroître vu là on a été entre Rajoy et le gouvernement actuel, en Catalogne, je veux dire. Après, là, justement, là, j'ai discuté donc, avec la femme de Jordi Cuixart, pardon pour mon mauvais catalan, donc un des prisonniers politiques qui était à la tête d'Òmnium. Elle disait qu'ils espéraient quand même beaucoup. Et ils espèrent beaucoup sur des points qui ne sont pas... voilà. Leur première demande et revendication à court terme, c'est l'histoire du rapprochement des prisonniers depuis la prison de Madrid où les 10 se trouvent. Que ce soit une prison en Catalogne. C'est des choses assez simples qui en fait sont, je crois, même, je me demande s'il n'y a même pas une obligation. Ça dépend par exemple du ministère de la Justice. Et donc ça paraît, je pense que ça peut être par exemple typiquement un truc assez spectaculaire entre guillemets, parce que tout le monde aura un avis en Espagne là-dessus, mais qui peuvent faire sans renverser ni changer absolument rien sur le fond à la dureté par rapport... Voilà. Ils ont aussi dit que de toute façon... toutes les positions du nouveau gouvernement doivent être dans la Constitution. Ça, c'est vraiment le discours classique. Moi, je vois pas vraiment. Après, il y aura une ouverture, il y aura sans doute une rencontre entre quelqu'un du gouvernement et le gouvernement régional catalan assez rapidement. Ils ont dit d'ici l'été. Donc voilà, il y aura des trucs. Après, est-ce que ça va... Moi, je pense que le moment clé, ça va être le débat sur le financement des régions, là, qui est prévu à l'automne, en septembre. Débat parlementaire, où on va voir si le PSOE prend des positions assez audacieuses ou pas. Il faut attendre un peu, quoi. Alors, comme justement, avec ses 84 députés, il va gouverner seul, hein, pratiquement sans chaise. Enfin bon, c'est seul, en minorité en tout cas. Donc, le leader de Podemos, hein, Iglesias, lui a tout de suite reproché d'avoir oublié, en l'occurrence eux, ceux de Podemos, qui l'avaient aidé à aller au pouvoir. Et en plus... Sanchez a refusé la proposition de Podemos qui consistait à lui offrir ses propres députés pour un gouvernement d'union. Et du coup, Podemos qualifie ce gouvernement de le plus fragile de l'Union européenne. Alors, pour voter chaque loi, il faudra convaincre un grand nombre de partis aux intérêts divergents et opposés. Ce que tu disais à l'instant, mais est-ce qu'on peut repréciser un peu quelles vont être les marges de manœuvre de Sanchez? Mais là-dessus, sur le Podemos, c'est vrai que c'est intéressant parce que
Pedro Sanchez, mine de rien, parce que là tout le monde a parlé de cette bonne nouvelle qui est qu'effectivement il y a 11 femmes et 6 ministres seulement, enfin 11 femmes ministres et 6 hommes ministres, et surtout que les ministères qu'elles obtiennent sont des ministères conséquents et importants. Ce qui est absolument pas négligeable dans le contexte où en Espagne, c'est voilà, le 8 mars dernier, c'était complètement dingue la marée humaine en Espagne, et c'est des problématiques qui sont beaucoup plus fortes qu'en France. Donc là, il a marqué des points, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, il montre qu'il est motivé sur qu'il en fait une priorité. Après, moi, comme je le vois, il a vraiment fermé la porte à l'idée d'un gouvernement des gauches à terme, qui est quand même le truc qui flottait, que certains attendaient depuis pas mal de temps en Espagne, à la mode un peu sur le modèle portugais, quoi. Où le Portugal, on a un parti socialiste avec le Bloco qui soutient et qui négocie voilà, et qui, mine de rien, a quand même augmenté un peu les retraites au Portugal, voilà, bon, après avec beaucoup de compromis, un président de l'Eurogroupe qui a l'air bien orthodoxe, mais disons que c'est la preuve en tout cas que le pays voisin était capable de mettre en place une espèce d'alliance des gauches. Là, moi, comme je le vois, il met quand même un ministre de l'Intérieur qui est un juge proche au départ du Parti populaire. Il met des ministres de l'économie et des finances très orthodoxes, donc il fait surtout des clins d'œil à un électorat Ciudadanos en fait pour de futures élections. Et je comprends du coup la réaction de Podemos un peu crispée, parce que il y aurait une option qui était on fait un gouvernement avec Podemos et on montre aux électeurs, aux futurs électeurs, qu'on peut gouverner ensemble et on y va ensuite ensemble aux élections. C'est ça que proposait Podemos. Donc voilà, et clairement il a fermé la porte à ça, parce que de toute façon ils sont au PSOE, et je pense que dans la tête des dirigeants du PSOE, ils sont terrifiés à l'idée de se faire manger par Podemos. Donc de toute façon il faut s'en tenir un peu à distance. Voilà, donc ça c'était sur le truc Podemos, et du coup sur les mesures, moi je pense qu'ils vont quand même faire un peu des mesures sociales que Podemos ne pourra pas refuser, et que beaucoup de gens vont devoir voter parce que ce sera du bon sens en fait. Sur les questions sur les questions de santé publique, sur des questions, il y a vraiment beaucoup de marge en fait. Hein. Pour défaire aussi des lois du PP, il y a des choses qui sont assez consensuelles, et du coup je pense qu'on peut quand même trouver des majorités là-dessus, quoi. Tout en restant dans le cadre qui a été fixé par l'Europe quand même au niveau des Oui, là je parle plus des trucs sur... oui, parce que le PP a été très loin en fait sur des trucs de... Oui, je pense que... Alors, justement, la droite, donc surtout le PP, dispose de nombreux instruments qui vont lui permettre de harceler ce nouveau gouvernement socialiste. Et l'addition du PP et de Ciudadanos dispose déjà d'une majorité au bureau du Congrès des députés. Et au Sénat, le PP a la majorité. De quoi réclamer des élections anticipées ? Non, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'à part en fait Ciudadanos, le PP n'a pas intérêt à y aller pour l'instant, parce qu'ils sont en pleine crise là, institutionnelle, puisque Rajoy est parti. On ne sait pas très bien s'il va y avoir du coup une guerre des chefs pour prendre le pouvoir, etc. Donc on est dans un moment un peu de flottement où je pense qu'à court terme, il faut déjà qu'ils règlent ça. Donc il n'y a que Ciudadanos qui a intérêt pour l'instant. C'est un peu la seule chance de Sanchez pour tenir un peu longtemps. Donc je pense que voilà, et après, une fois que c'est déclenché, ils vont se caler en fonction des européennes. Et bon, il n'y a aucune date qui a été annoncée. Certains disent qu'ils tapent sur des élections anticipées, mais ils ne donnent pas d'horizon. C'est très flou. Voilà. Donc après, moi, je vois pas... mais c'est difficile pour l'instant. On est dans un moment vraiment... Il n'y a pas eu encore eu de vote et tout, donc c'est compliqué de... Alors, 2019, c'est bientôt, et notamment quand on parle de politique, c'est tout de suite. Alors, il y aura des élections régionales en Andalousie en mars, puis dans tout le pays en mai 2019, puis des européennes, puis des municipales. Donc, ça va être une année de tous les dangers pour l'Espagne. Alors, est-ce que c'est la proximité de toutes ces élections ne risque-t-elle pas de crisper et de rendre les compromis de plus en plus difficiles ? Si, absolument. Après, moi, ça va être assez intéressant à suivre quand même sur le... Parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est le scrutin municipal. Toi, tu disais que la Ada Colau...
Oui, bien sûr. Non, mais tout le monde a plein de... Voilà. Il y a l'option Manuel Valls, candidat Ciudadanos, qui... Bah, pour le coup, ouais, c'est ça. Non, mais du coup, si tu veux, s'il y a Manuel Valls en face, là, tout redevient impossible. Mais du coup, c'est compliqué de... Enfin, voilà, donc ça va être quand même assez intéressant. Donc, il y a des spéculations sur l'idée que Manuela Carmena Madrid se présente avec le soutien du PSOE et de Podemos, ce qui, là, augurerait comme ça d'un travail en commun des deux partis. Donc ça, c'est intéressant, même si ça va peut-être déclencher une candidature à la gauche de Manuela Carmena. Donc voilà, il y a plein de trucs qui vont être intéressants sur les... Voilà. Mais de toute façon, tout ça peut complètement voler en éclats s'il y a des élections anticipées avant. C'est difficile de spéculer. Voilà. Il y a plein de... C'est encore très loin. En fait, ça bouge. Franchement, il y a 2 mois, 1 mois, même personne n'imaginait que Rajoy allait disparaître comme là. Il vient de mourir politiquement, quoi. Alors, j'avais une question transversale, c'est-à-dire qui concernait la municipalité de Barcelone et qui concerne aussi donc les futures élections. C'est qu'on sait que, de façon traditionnelle, les structures municipales sont très présidentialistes. Elles préparent beaucoup de futurs membres au niveau des présidentielles. Alors, n'y a-t-il pas un risque de voir un grand nombre d'élus locaux, notamment à Barcelone, s'engager dans une future campagne pour les prochaines élections, ce qui ôterait aux mairies rebelles, aux mairies municipalistes, des énergies, des compétences et un ancrage local? Alors, ça concerne surtout la mairie de Barcelone, hein, puisque c'est Ada Colau. Est-ce que ce travail qui risque de se passer pour les prochaines élections ne va pas, comment dire, ponctionner les mairies de tous leurs éléments capables et compétents pour... Oui, c'est un risque. Après, oui. Après, c'est vrai que c'est une situation particulière. Il n'y a pas beaucoup de pays où tout s'enchaîne et tout se cumule. En Belgique, par exemple, ça marche aussi comme ça en mai prochain, où il y a à la fois des européennes, des régionales, des générales et tout. Donc c'est un moment comme ça, voilà, très... Donc du coup, le fait qu'il y ait la superposition d'élections fait qu'humainement c'est plus compliqué. Après, je dirais qu'ils sont quand même plus installés maintenant. Ils ont des budgets, ils ont plus de personnel. Donc à la fois, il y a l'épuisement de ceux qui n'ont pas arrêté depuis 10 ans, et en même temps, du coup, parce qu'ils sont aussi maintenant au pouvoir, ils ont construit des partis, ils ont des structures plus durables. Je pense qu'il y a un peu plus de confort, voilà, ils savent mieux, voilà. Mais après, de toute façon, les Podemos et compagnie, c'est quand même des machines de campagne, ils sont très très bons en campagne. Donc même si on le dit qu'ils sont à 10% dans les sondages maintenant, ils sont capables de s'emparer d'une thématique, de construire la campagne autour, voilà, ils sont très très bons là-dessus, sur un peu cette histoire de storytelling de campagne. Donc voilà, faut pas attendre, mais c'est encore très loin. Hein. Oui. 2019. Mais on ne sait même pas, par exemple, le retour de Puigdemont, par exemple en Espagne, pourrait recréer un espèce de bazar politique intense. Donc, si tu veux, on est en train de parler d'un truc, là par exemple, les décisions de la justice allemande peuvent faire que dans 2 semaines, Sanchez devient à nouveau... tout est possible, quoi. C'est là où c'est une crise compliquée, c'est qu'il y a un enchaînement de strates qui sont à la fois la crise économique et sociale, la crise indépendantiste, la question de la transition espagnole qui n'est pas finie et que certains disent qu'il faut terminer en rouvrant un chantier constitutionnel. Il y a plein de strates qui... Et donc typiquement, l'avenir de Puigdemont peut rebousculer tout dans les alliances, tu vois. Donc c'est compliqué de faire... de se prononcer à horizon 1 an. Sachant que le président actuel de la Generalitat est un farouche... comment dire, il a été... quelqu'un de très conservateur. Alors c'est surtout quelqu'un de l'entourage de Puigdemont qui a été choisi par Puigdemont comme une espèce de provocation ultime par rapport à Madrid. Moi je le vois un peu comme un espèce de bras d'honneur à la classe politique madrilène. Ok, je suis exilé et menacé par plein de procédures, mais en même temps je choisis quelqu'un qui n'est pas vraiment de Convergencia, mais qui est plutôt de son entourage à lui, de son mouvement indépendantiste, et qui est effectivement sur des convictions particulièrement radicales sur les questions de l'identité catalane.
Alors, une chose qu'on n'a pas abordée, et bon, ça rejoint, c'est aussi une question transversale, c'est qu'on a parlé tout à l'heure justement comment dire, de sortes de programmes éthiques, hein, des municipalités rebelles, etc. Et il y a une chose que tu développes et que j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'ils ont une position très particulière aussi par rapport au problème des immigrés. Enfin, pas des immigrés, pardon, des réfugiés, etc. Et notamment, ils ont rejoint le Parlement des villes, enfin certaines villes, hein, en tout cas Barcelone et Madrid, je crois. Voilà. Et je trouve que cette position-là risque aussi de peser lourd par rapport aux prochaines échéances politiques. Oui, absolument. Alors c'est un point très important. Là aussi, un peu comme les questions d'audit de la dette tout à l'heure, il y a eu un vrai travail en réseau de ces villes du changement sur les questions de politique migratoire. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'ils ont essayé d'élaborer une position commune pour justement s'opposer aux politiques de Mariano Rajoy de ne pas vouloir accueillir davantage de migrants. C'était, vous vous souvenez, au moment des débats sur les quotas de migrants que chaque pays européen devait accepter de recevoir. Et Rajoy en avait accepté, je crois, 2000 ou un truc comme ça. Et donc les mairies avaient pris des positions pour dire il en faut davantage. Donc c'est pas dans leurs compétences, parce que c'est des mairies, mais ils avaient créé un réseau comme ça de villes refuges pour dire voilà, nous on est un contre-pouvoir de ce point de vue-là et on dit il faut élargir le quota. Bon, ça n'a pas marché. De la même façon, elle a essayé à Ada Colau à Barcelone de faire venir directement des migrants syriens et autres, d'ailleurs, qui étaient bloqués dans le port d'Athènes. Et au nom d'un jumelage entre Athènes, qui est aussi dirigé par un maire indépendant, et Barcelone, de faire venir directement, sans passer par les canaux traditionnels administratifs, de faire venir des migrants à Barcelone. Ça a été bloqué en dernier recours parce que ça a été jugé pas constitutionnel et pas raccord par rapport au droit européen. Mais donc ils essayent comme ça de mettre la pression. Après, donc ils sont sur des positions d'ouverture, donc le grand truc à Madrid, hein, la mairie, c'était Welcome Refugees, en énorme sur le truc. Alors, c'est très intéressant, évidemment, ils sont à l'initiative de ça, ils sont, voilà, de la même façon, ils ont un discours très humaniste qui fait du bien à entendre en ce moment par rapport à voilà, l'horreur de plein de déclarations partout et par rapport à des droites de plus en plus réactionnaires partout. Ce qu'il faut ajouter à côté de ça, c'est quand même que l'Espagne n'est pas sur un pays de passage en ce moment. Je veux dire, c'est pas l'Italie ou c'est pas la Grèce. Et du coup, ils ont un peu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout confrontés à l'urgence qu'on voit, même en France, mais surtout en Italie et en Grèce. Et donc du coup, des débats, non mais par exemple en Allemagne, on voit que Die Linke, la gauche radicale, est divisée sur la question de l'immigration et quel discours avoir par rapport à ça pour faire face à la montée de l'extrême droite. Il y a eu des déclarations à une époque, mais plus maintenant, de Jean-Luc Mélenchon en France sur la question des travailleurs détachés, qui montrait que voilà, il essayait de tenir comme ça une position parfois plus agressive là-dessus. Ces questions-là en Espagne, elles se posent moins, je dirais, parce que y a pas, voilà, comme par exemple à Paris en ce moment, des campements de migrants entiers parce qu'on ne leur donne pas un accueil voilà, à la hauteur de ce qui devrait leur être fourni. Donc voilà, donc on est beaucoup quand même aussi dans du déclaratif là-dessus, c'est peut-être un peu violent ce que je dis, mais voilà. Mais en tout cas, oui, le réseau des villes refuges, comme ils ont appelé ça, et c'est une initiative voilà, passionnante, dans l'opposition, dans voilà, comment le local peut bousculer le gouvernement. Bon, ben, je pense qu'on a soulevé quelques hypothèses hein, concernant l'avenir proche hein, de ce qui va se passer en Espagne. Aller plus loin, ça relèverait de la boule de cristal presque. Oui, voilà. Hein, voilà. Donc, pareil, on va passer la parole à la salle s'il y a des questions. Oui, non, mais après, les gens, ils seront inspirés, tu vas voir. Alors, je voulais parler de l'Espagne dans le cadre européen et reparler de la Catalogne dans le cadre européen. Parce que, en France notamment,
mais un peu ailleurs. Tu n'as rien vu à Hiroshima et il n'y avait pas de prisonniers politiques en Espagne et donc en Europe. L'avis du gars qui a traîné ses guêtres là-bas, alors prisonniers politiques ou des braqueurs de banque? Ah non, alors moi je dis pas prisonnier politique. Enfin moi voilà, je fais plein de papiers là-dessus parce que... Oui, c'est pour ça. Mais par contre, j'éditorialise beaucoup pour dire que c'est vraiment honteux que l'Europe n'ait pas pris une position là-dessus et fasse comme si, voilà, soit dans des politiques de rapport de force, où on fait comme si on réagit à la Hongrie et à la Pologne, mais par contre, parce que Mariano Rajoy fait partie de la même famille politique que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, on fait comme s'il n'y avait pas de problème, et donc la Commission ne s'est pas prononcée là-dessus. Par ailleurs, ce qui est dingue, c'est que Raúl Romeva, par exemple, un ancien eurodéputé écologiste, qui est aujourd'hui voilà, en prison, en détention provisoire. Donc voilà, évidemment que là-dessus, je trouve... Donc il y a eu quelques débats au Parlement européen, qui ont, je crois, été déclenchés à l'initiative du groupe des Verts, notamment parce qu'il y a cette histoire avec Raúl Romeva, qui est un ancien eurodéputé écologiste, puis ensuite il est devenu ministre des Affaires étrangères catalan, du gouvernement catalan, donc conseiller en charge de la diplomatie catalane, avant de se retrouver en prison, en détention provisoire. Donc il y a des députés qui ont été choqués, qui connaissent l'histoire, voilà. Mais sinon c'est vrai qu'il y a un espèce de silence voilà, problématique. Emmanuel Macron